Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on part à la découverte du tigre de l'amour, ce géant fascinant qu'on appelle aussi tigre de Sibérie. On va s'appuyer sur une conférence d'experts de la Société géographique russe. Notre but, essayer de comprendre sa relation complexe avec nous, les humains, ses adaptations vraiment uniques et bien sûr les défis pour sa survie. Tout à fait. On va voir comment ce félin, qui est quand même le plus grand et le plus nordique des tigres, a réussi à s'adapter à un environnement glacial, et aussi comment notre regard sur lui il a changé au fil du temps. C'est une histoire, oui, faite de peur au début, mais aussi de respect. Et puis, il y a eu ces efforts de conservation assez pionniers, il faut le dire, hein. Et ce qui est assez étonnant, enfin ce qu'on lit, c'est que malgré sa réputation de prédateur redoutable, il serait plutôt réservé envers l'homme, sauf dans des circonstances particulières. Alors, allons-y, explorons ça. La première chose qui marque, je trouve, c'est cette adaptation incroyable au froid. Quand on pense qu'il vient d'une lignée tropicale, le voir comme ça dans la neige en Extrême-Orient russe, c'est assez unique, non? Ah oui, c'est unique. C'est une vraie prouesse de l'évolution, en fait. Probablement le résultat d'un isolement il y a des dizaines de milliers d'années à cause des glaciations. Il a dû complètement s'adapter, renier son héritage tropical pour survivre à ces hivers terribles. On parle de températures négatives constantes, de neige tout le temps. Et puis, il est plus massif. Ça, c'est la règle de Bergman, la règle écologique. Les animaux nordiques sont plus costauds. Il a aussi un pelage d'hiver beaucoup plus dense, une bonne couche de graisse pour l'isoler. Il mue, quoi. D'accord. Et il a eu plein de noms, c'est ça? Ussuriski, Mandchou, coréen. Oui, souvent lié à la géographie locale. Le nom sibérien, en fait, il s'est imposé surtout pour les étrangers. C'était plus simple à situer sur une carte. Ah. Et il y a cette histoire amusante du babre sur les armoiries d'Irkoutsk. Oui, le babre, c'est son nom local. Et des héraldistes, ils ne connaissaient pas le mot. Et ils ont confondu avec bobre, qui veut dire castor en russe. Incroyable. Ça montre bien les confusions possibles. Exactement. D'ailleurs, quand les colons russes sont arrivés, au milieu du 19e siècle, ça a été un choc pour eux. Ils débarquaient dans une taïga, mais alors beaucoup plus sauvage que leur forêt en Europe. Il y avait des ours énormes, d'autres félins, et puis ce tigre, quoi, imposant. Donc la première réaction, ça a été la peur. Et qui dit peur, dit chasse. Mais cette image de monstre, elle a fini par changer alors. Comment on est passé de cette peur à une sorte de coexistence? Bah, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il n'attaquait pas l'homme juste comme ça, sans raison. Il y a des récits de l'époque qui racontent que des femmes allaient cueillir des baies et croisaient des tigres sans problème. Ou des gens qu'ils voyaient passer, sans agressivité. Et puis il y avait les peuples autochtones. Eux, leur relation était plus nuancée. Parfois, ils le voyaient comme un esprit protecteur, Kutamafa, tant qu'il restait invisible. Mais s'ils le rencontraient directement, là, il pouvait devenir Amba, une force plus dangereuse. Pourtant, il est incroyablement puissant, non? Capable de s'attaquer à de grosses proies? Ah oui, absolument. Sa vitesse sur courte distance est fulgurante, ses mâchoires peuvent broyer des os, il a une force de frappe considérable, c'est un super prédateur. Mais, et c'est là le point clé, les attaques sur l'homme restent très très rares. Quand ça arrive, c'est souvent lié à des tigres qui sont blessés ou très affaiblis par la faim. Ou alors ils défendent leur territoire, par exemple contre des chiens, qu'ils voient comme des concurrents. Ou parfois, ils s'attaquent au bétail, parce que ça menace leur propre source de nourriture, les proies sauvages. Mais l'homme en tant que tel, il semble plutôt l'éviter. C'est fou de se dire que dans les années 40, il n'en restait que 30 à 50 individus. C'est ça, Ouais. oui, entre 30 et 50 individus. On est vraiment passé à ça de l'extinction totale. Et c'est là que C'est là que l'Union soviétique de l'époque a pris une décision assez incroyable pour l'époque, bien avant les grandes initiatives internationales de conservation. Il y a un homme, Vossevolod Sissoyev, qui a fait interdire la chasse au tigre, d'abord dans le kraï de Khabarovsk en 1948, puis dans le Primorié en 1952. et c'était une mesure soutenue par. Oui, fait intéressant, ce sont en partie les chasseurs eux-mêmes qui ont poussé pour ça. Mhm. Ils voyaient bien que leurs ressources, comme ils disaient, étaient en train de disparaître. D'accord. Et grâce à ça, aujourd'hui, on est à combien? Environ 750 tigres? Oui, autour de 750 individus. C'est un succès, faut pas le nier, quand on parle de 30 ou 50. C'est un succès, mais 750, ça paraît encore peu pour assurer l'avenir d'une espèce comme ça, non? C'est peu,
Et c'est fragile. Disons que 750, c'est juste au-dessus du seuil critique, qu'on estime à 500 adultes, pour commencer à ralentir les problèmes de consanguinité. Mais on est très très loin des 5000 individus qu'il faudrait, théoriquement, pour vraiment stopper ces dérives génétiques. Et atteindre 5000, c'est réaliste? Probablement pas. Vu les limites de son habitat, les forêts disponibles et la rigueur du climat, c'est sans doute un chiffre inatteignable à l'état sauvage. Et en plus, il y a de nouvelles menaces qui pèsent, comme la peste porcine africaine, qui décime les sangliers. Ah oui, une de ses proies principales. Une proie vitale, surtout pour les jeunes tigres qui apprennent à chasser. Donc oui, la situation reste très fragile. Du coup, la question de la gestion génétique, peut-être via les populations en zoo, elle se pose sérieusement. Elle se pose, oui. C'est une question complexe, très débattue, avec des enjeux éthiques importants sur jusqu'où l'homme doit intervenir. Alors, si on résume un peu ce qu'on a appris aujourd'hui grâce à ces sources. Le tigre de l'amour, c'est ce survivant exceptionnel, parfaitement adapté au froid, puissant, mais en même temps, étonnamment discret face à l'homme. Son histoire avec nous, elle est passée de la peur à une forme de respect, et il a bénéficié d'efforts de conservation russes vraiment avant-gardistes. C'est ça. Et son avenir, il dépend d'un équilibre très délicat. Il faut protéger son habitat, s'assurer qu'il ait assez à manger, gérer la coexistence. Malgré ce retour spectaculaire, sa vulnérabilité génétique, elle reste là. C'est le grand défi pour le long terme, à cause des effectifs qui ont été si bas. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion pour nos auditeurs. Si cette population sauvage ne peut pas, d'elle-même, atteindre la diversité génétique idéale, comment est-ce que nous, les humains, on peut intervenir? Peut-être en utilisant la génétique des tigres en captivité. Mais comment faire ça sans dénaturer ce qui fait l'essence même de cet animal sauvage? Voilà, une question ouverte qui va sûrement continuer d'alimenter les débats sur la conservation pendant longtemps.